Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Christopher Kersey. Christopher a disparu le 20 avril 1990. Christopher Kersey est pour ainsi dire un adolescent modèle. Âgé de 17 ans à peine, il a un brillant avenir devant lui. De nature timide et réservée, sa personnalité ne l'empêche pas d'exceller dans plusieurs sphères de sa vie. Il se surpasse à l'école. Il a même été invité à un événement de la société honorifique National Honor Society. En plus d'être premier de sa classe, Christopher fait partie de l'équipe de natation de son école secondaire et joue de la clarinette. Dans ses temps libres, il aime faire du ski en hiver et du camping en été. Il a des amis avec qui il s'adonne parfois au laser tag. Il lit beaucoup sur des sujets qui le passionnent et joue souvent à l'ordinateur. C'est le genre d'étudiant presque parfait qu'on envie lorsqu'on est adolescent. Bref, rien ne pouvait présager que Chris disparaîtrait. Nous sommes le 20 avril 1990, un lundi matin ordinaire à Eagan, au Minnesota. Contrairement à son habitude, Christopher n'est pas en forme ce matin-là. Il a un gros mal de tête et sent qu'il va être malade. Il demande la permission à ses parents de rester à la maison. Lonnie et Jim Kersey jugent que leur fils doit vraiment être mal en point pour vouloir manquer une journée de classe. Cela n'arrive pratiquement jamais. Lonnie touche le front de son fils et lui donne des médicaments antidouleurs, en espérant que ça lui fera du bien. Ensuite, Lonnie et Jim partent travailler, en avisant Chris qu'ils seront de retour en après-midi. L'adolescent dit au revoir à ses parents et retourne se coucher. Quand Jim et Lonnie reviennent à la maison à l'heure prévue, ils constatent que la voiture familiale, une Dodge Caravan bleue, n'est pas stationnée devant la maison comme ils l'avaient laissée en partant ce matin-là. Ils remarquent aussi que le chien est en liberté et qu'il court autour de la maison. C'est une scène plutôt inhabituelle, car la famille ne laisse jamais leur chien dehors. En pénétrant dans la maison, Laurie aperçoit une petite note laissée sur le comptoir de la cuisine. « Maman, j'ai eu un imprévu important. Plus, je me sens un peu mieux. Je serai de retour vers 18h, à moins que je me perde. Bisous, Chris. » Lonnie lit la note, la dépose sur le comptoir et commence à préparer le souper pour sa famille. À ce moment-là, elle ne se pose pas trop de questions. Christopher est sage et responsable. Il a sûrement dû se rendre à l'école pour un entraînement de natation, se dit-elle. Elle ne s'interroge pas sur le mot « perdre », qui était souligné 2 fois. Plus tard, quand les policiers lui ont posé la question, Lonnie a raconté qu'elle avait pensé que c'était en lien avec une blague entre Chris et elle. En effet, lorsque le jeune homme apprenait à conduire, il s'était perdu à quelques reprises et ses parents s'étaient moqués de son mauvais sens de l'orientation. « Comment peux-tu te perdre dans un village aussi petit ?» lui avait-il dit en riant. À l'époque, Christopher n'était qu'un apprenti conducteur et il était très nerveux au volant. Mais avec le recul, ce double soulignement apparaît tout de même étrange. Chris cherchait-il à travers cette référence à faire passer un message à ses parents ? Le soir venu, quand Christopher ne rentre pas à l'heure promise, Lonnie et Jim s'inquiètent, mais ne signalent pas pour autant sa disparition. Ils croient encore que lorsqu'une personne disparaît, il faut attendre 24 heures avant de contacter les autorités. Bien que cette règle ait existé dans les années 80, ce n'est plus le cas en 1990, et encore moins lorsqu'il s'agit de mineurs. Mais les parents de Chris l'ignorent. Dès le lendemain, après une nuit d'insomnie, la famille Kers reçoit une lettre écrite à la main. Elle vient de Christopher. Le jeune homme y explique qu'il a menti à propos de son mal de tête et qu'il n'est pas allé à l'école la veille dans le but de quitter la maison et de se rendre dans un endroit que lui-même ne connaît pas encore. Il annonce qu'il a l'intention de se suicider et s'excuse auprès de sa famille. La lettre a été envoyée de Duluth, au Minnesota, une petite ville située à environ 2h30 de route. Lonnie et Jim constatent alors que Chris est parti avec le fusil de chasse de son père. Cependant, il n'a emporté aucune munition avec lui. Sa famille, sous le choc, alerte tout de suite les autorités. S'ensuit une intense course contre la montre pour tenter d'éviter l'irréparable.
2 jours après sa disparition, le dimanche 22 avril, la Dodge Caravan bleue est retrouvée dans le comté d'Idaska, situé à 320 km de la maison des Kers. À l'intérieur, on trouve les clés de la voiture et une note écrite par Christopher qui explique à qui appartient le véhicule. Christopher, lui, n'y est plus. Dès le lundi suivant, une fouille intensive de la région est mise en place par les policiers. Des chiens renifleurs sont utilisés pour suivre l'odeur de Chris, sans résultat. Des affiches sont distribuées partout au Minnesota, dans l'espoir de raviver les souvenirs de possibles témoins, mais encore une fois, ces stratégies ne donnent rien. Christopher n'a jamais été retrouvé, ni l'arme à feu qu'il a emportée avec lui. Mais l'enquête a montré que le jour de sa disparition, il a retiré 200 $ de son compte bancaire, ce qui représente presque tout ce qu'il possédait. Que comptait-il faire avec cet argent ? Est-ce que Chris s'est réellement suicidé ou a-t-il décidé de quitter sa famille et de refaire sa vie ailleurs ? Cela ne serait pas impossible. Chris était un jeune homme brillant. Il aurait été capable de se rebâtir une vie dans une autre ville sans jamais se faire retrouver. Au dire de ceux qui ont connu Christopher, il avait tout de l'adolescent parfait. Ses parents ne s'inquiétaient jamais quand il sortait avec des amis ou lorsqu'il s'enfermait dans sa chambre. Ils savaient qu'ils pouvaient faire confiance à leur fils, en raison de sa maturité et de son sens des responsabilités. Sa disparition est d'autant plus mystérieuse. Pour ma part, je me demande ce qui aurait poussé Christopher à disparaître, d'une façon ou d'une autre. La pression sociale, son orientation sexuelle, une maladie mentale non diagnostiquée ? Par exemple, nous ignorons si Chris ressentait une pression de performance scolaire de la part de ses parents. Selon eux, ça n'avait jamais été le cas. Christopher aimait exceller à l'école et le faisait par plaisir. Mais est-ce que Lonnie et Jim connaissaient bien leur fils ? Nous ne savons rien non plus de son orientation sexuelle. Est-il possible que Chris soit homosexuel et qu'il ait su que son petit village de Minnesota, il n'aurait pas la liberté d'exprimer son identité et ses goûts ? Et qu'en est-il de la maladie mentale ? Est-ce que Chris souffrait de dépression, de bipolarité ou de schizophrénie ? Il n'est pas rare que de tels troubles mentaux se développent à l'adolescence. Or, Chris n'a jamais présenté de symptômes pouvant porter ses parents à croire qu'il souffrait d'une telle maladie. L'adolescence est une période difficile pour tout le monde. On se remet en question, on a des doutes sur différents aspects de sa vie, et bien souvent, on a beaucoup de secrets. Donc alors, que se passait-il réellement dans la tête de Chris ? Quelques mois après sa disparition, la famille de Christopher a été contactée par une personne qui affirmait avoir fait monter Chris dans sa voiture le 21 ou 22 avril 1990. Le jeune homme faisait de l'autostop et a demandé à être conduit dans la ville de Duluth, Minnesota. On n'a jamais pu confirmer si c'était bien lui, mais le témoin en est sûr à 100%. Cette histoire n'est pas insensée puisque la lettre de suicide de Christopher a été envoyée de la ville de Duluth. En plus de ce témoignage troublant, la famille Kers a commencé à recevoir des appels anonymes durant les mois suivants. Chaque fois, la personne au bout du fil gardait le silence, mais on entendait toujours des bruits de fond, de la musique et des voix, comme si elle était dans une fête. Ces appels ont duré pendant 6 mois environ et ont brusquement arrêté. Plus tard, le meilleur ami de Christopher a déclaré avoir reçu le même type d'appel pendant plusieurs mois. Lonnie est persuadé que ces appels provenaient de son fils, mais qu'il ne trouvait pas le courage de parler. La disparition de Christopher a été présentée dans la vidéo de la chanson Runaway Train de Soul Asylum. Le groupe a utilisé cette vidéo pour attirer l'attention du public sur le fait qu'il y a une épidémie constante de jeunes disparus et présumés en fugue. Comme l'indique la vidéo, il y a plus d'1 million de jeunes perdus dans les rues d'Amérique. Christopher est l'un des nombreux mineurs disparus présentés dans la vidéo. En 2004, la police d'Egan a reçu une lettre anonyme suggérant d'arrêter les recherches pour Christopher, qu'il reviendrait un jour à la maison quand il serait prêt. La lettre provenait de Seattle et son auteur disait que Christopher était un ange gardien. Bien sûr, les policiers ont automatiquement conclu que c'était un canular. Mais du côté de sa famille, ils ne peuvent s'empêcher de se demander et si c'était vrai. Peut-être qu'actuellement Chris est bien vivant dans une autre ville et qu'il y a
longtemps qu'il a été retrouvé. Il est possible que les policiers l'aient identifié, qu'ils aient confirmé que c'était bien Christopher et qu'il était toujours vivant, mais que de son côté, Christopher, souhaitant préserver son anonymat, leur ait demandé de ne rien dire à ses parents. Christopher aurait maintenant 48 ans. Il aurait le droit de disparaître, rien ne l'obligerait à entrer en contact avec ses proches. Est-ce que la police est dans l'obligation d'alerter la famille ? Quand j'ai fait mes recherches, j'ai pensé que la police avait peut-être déjà retrouvé Christopher, mais comme il souhaitait préserver son anonymat, la famille n'en saurait rien. Mais après, j'ai pensé à toute la question de la bureaucratie. Si Christopher avait été retrouvé, cette affaire ne serait plus un cold case, mais bien un dossier résolu. Ainsi, il me semble que les parents devraient être au courant de l'état du dossier de leur fils. Je n'ai aucune idée de ce que les policiers sont tenus de faire dans une telle situation. Si vous avez la réponse à cette question, j'aimerais la connaître. Est-ce possible que le jeune homme soit toujours en vie, loin de sa famille ? Est-ce qu'un jeune homme de 17 ans a la maturité suffisante pour se refaire une identité ? De façon plus dramatique, il est possible aussi que Chris ait en effet été retrouvé il y a bien longtemps, mais décédé, et qu'il n'ait jamais pu être identifié. Peut-être que son crâne ou son fémur ont été découverts par les policiers, mais que, sans pièce d'identité ou autre indice pour identifier ces restes humains, la disparition n'a jamais pu être liée aux ossements retrouvés. Saviez-vous qu'à l'heure qu'il est, il y a 40 000 corps non identifiés aux États-Unis ? Autrement dit, ces corps ou ces ossements ont été découverts, mais on a dû les enterrer sans pouvoir leur donner un nom, un visage, un vécu. Et si Christopher faisait partie de ces 40 000 dépouilles ? Aujourd'hui, les recherches pour retrouver Chris sont encore en place. L'année dernière, des nouvelles battues ont été organisées dans la région d'Idaska, au Minnesota, dans l'espoir de trouver un quelconque indice du sort qu'a connu Christopher. Une chose est sûre, ce jeune homme ne sera jamais oublié. Dans les années 1990, environ 3 ans après la disparition de Chris, le groupe de musique, comme je vous le disais plus haut, Soul Asylum du Minnesota a sorti une chanson nommée Runaway Train. Dans le vidéoclip de cette chanson, plusieurs photos d'enfants disparus sont montrées au public dans le but d'aider à faire avancer ces cold cases. J'ai écouté la chanson au complet en regardant les quelques photos des disparus ainsi que celle de Chris. Et pour la première fois, j'ai ressenti toute l'anxiété qu'un adolescent peut vivre à 17 ans. Les peines d'amour, le premier baiser, les échecs scolaires, les joies passagères, la pression du futur, le regret de l'enfance. J'ai compris la douleur que Chris a pu vivre, le sentiment de désespoir, l'urgence de s'en aller. J'ai beaucoup de peine et de mal à penser qu'il ait pu se suicider avec le fusil de son père. J'espère du fond du cœur que ce n'est pas le cas et qu'il vit quelque part tranquille et heureux. Je vais essayer de vous mettre le clip à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si YouTube l'enlèvera ou pas, parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc, si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la description. S'il est bien malheureusement décédé, je n'espère qu'une chose, qu'il soit retrouvé pour qu'il ait des funérailles dignes de ce nom, pour qu'enfin, après 32 ans, il retrouve la paix. Il existe quelques théories sur ce qui est arrivé à Christopher. Il a été malheureusement tué en faisant de l'autostop, ou s'est enfui et il est toujours en vie quelque part, ou malheureusement il s'est suicidé dans les bois. Il semble très peu probable que quelque chose d'insidieux soit arrivé à Christopher au cours de son voyage. On dit qu'il a fait de l'autostop, ce qui est certainement dangereux, mais les chances que quelque chose de grave se produise sont minces, voire nulles. En outre, au moins un conducteur a admis l'avoir conduit sans que rien d'inhabituel ne se produise. La théorie selon laquelle Christopher s'est enfui et a recommencé à zéro est légèrement plus probable que le scénario du jeu déloyal. Le fait qu'aucun signe de lui, vivant ou décédé, n'ait jamais été retrouvé se prête légèrement à cette théorie, mais va également à son encontre. Il est possible que Christopher ait mis le fusil de chasse en gage pour de l'argent supplémentaire, d'où la raison pour laquelle il n'a jamais été retrouvé. La plupart des prêteurs sur gage sont honnêtes, mais il aurait pu le vendre à une personne au hasard dans la rue ou à un magasin malheureusement louche. Il est possible de se débarrasser d'une arme à feu sans laisser de traces. De plus, il a retiré une somme d'argent de son compte bancaire
Pourquoi retirer ça s'il prévoyait malheureusement de mettre fin à ses jours? D'un autre côté, quand quelqu'un essaie de créer une nouvelle identité, des signes de sa vie d'origine finissent généralement par apparaître. Il n'y a eu absolument aucun signe ou même des signes suspectés de lui, ce qui me semble inquiétant. La vidéo Soul Asylum a été diffusée dans tout le pays. Quelqu'un l'aurait sûrement aperçu au fil des ans. Encore une fois, cela semble possible, mais pas probable. Je vais avoir beaucoup de mal avec cette théorie, mais malheureusement, il faut en parler. Christopher s'est bien suicidé quelque part dans les bois du Minnesota. Il y a malheureusement beaucoup de preuves pour cette théorie. La note que la famille a reçue par la poste était une note de suicide. Il décrivait explicitement le plan. Et même si je n'ai rien vu pour confirmer que Christopher est celui qui a écrit la note, je n'ai pas vu malheureusement le signe du contraire. Si l'écriture était différente de celle de Christopher, ses parents l'auraient remarqué et auraient averti la police. Outre la note expliquant ses intentions, le fait qu'il a emporté une arme avec lui est troublant. Bien que les suicides à l'aide d'un fusil de chasse ne soient pas courants, ils se produisent. De plus, Christopher a disparu près de 2 parcs nationaux. Il semble probable qu'il ait trouvé un endroit convenable dans l'une de ces forêts et qu'il se soit donné la mort. La forêt a obscurci cet endroit au fil du temps depuis lors. Il est notoirement difficile d'effectuer des recherches dans les forêts nationales, ce qui explique probablement pourquoi rien n'a été retrouvé. Cela dit, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre suite à cette disparition. Pourquoi Christopher a retiré cet argent de son compte bancaire? Est-il possible qu'il l'ait utilisé pour payer son voyage vers le nord? Se donnait-il un dernier jour pour faire tout ce qu'il voulait faire? Malheureusement, il n'y a plus aucune information au sujet de cette disparition. Il n'y a toujours pas de réponse. Christopher est toujours porté disparu. Son dossier est toujours ouvert. Il est considéré comme une personne disparue en danger, mais de nombreuses agences le considèrent comme un fugueur. Pour ma part, j'espère qu'il est toujours en vie, même si j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'aurait pas prévenu ses parents. Cela doit être terrible pour eux, et je leur souhaite énormément de courage. C'est la fin de cette vidéo, je n'ai pas d'autres informations au sujet de la disparition de Christopher. Comme je l'ai dit et je le redis, j'espère du fond du cœur qu'il est toujours en vie. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.